En direct depuis Kinshasa, bonsoir à tous et à tous et bienvenue à vous si nous rejoignez dans cette dernière édition du journal sur notre antenne édition qui nous ouvrons par cette information. La République démocratique du Congo sera dotée dans les tout prochains jours d'un satellite pour l'accès à Internet au début. Annonce faite par la délégation des Monaco-Zat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la cité de l'Union africaine. D'autres détails dans ce reportage. L'acquisition par la RDC d'un satellite qui va impacter sur l'économie numérique du pays, c'est le mobile de l'audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce samedi soir aux représentants des Monaco-Sat qu'accompagnaient le ministre Kibassa et Panda. Jean-Philippe Avam explique le bien fondé de ce projet presque à terme. Et en ce qui concerne le financement qui est mobilisé, on a confirmé déjà auprès des autorités la mobilisation de ce financement. Donc à hauteur de 400 millions de dollars. La prochaine étape, effectivement, c'est de mettre en place les commissions avec les deux ministres ici présents et celui des Finances pour aller de l'avant et pour libérer ces fonds disponibles pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, le plus rapidement possible parce que l'importance aussi, c'est de réduire la fracture numérique. Il y a une inégalité d'accès à Internet sur le continent africain et en RDC aussi, des zones qui ne sont pas couvertes. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller le plus rapidement possible pour que le satellite puisse être un backup, une sécurité pour la partie fibre, et puis le satellite puisse couvrir des zones qui ne sont pas du tout couvertes aujourd'hui. Et aussi en termes de solutions, bien entendu, l'accès à Internet pour les hôpitaux, des écoles les plus démunies, etc., qui sont très très importants. On compte aujourd'hui, en tous les cas, lorsque ce projet aboutira à son terme, l'accès à quasiment 6000 personnes physiques ou morales, un accès gratuit à Internet pendant toute la vie du satellite, c'est-à-dire 15 à 20 ans. Voilà. Pour information, Monaco-Sat a été spécifiquement créé pour financer, contracter et exploiter Monaco-Sat 2 et les futurs systèmes de télécommunications par satellite et fournir des services principalement basés sur l'Internet haut débit VHTS dans les pays développés et sous-développés avec une visibilité totale de la Terre. Et dans l'actualité également, c'est samedi 30 août 2025, l'Union sacrée de la Nation a organisé son deuxième congrès en vue de l'adoption de sa nouvelle charte, également de son règlement d'ordre intérieur. Ce fut également une occasion pour les cadres et membres de cette plateforme politique de réitérer également leur soutien et loyauté à l'autorité morale. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Explication, Rachel Foutou. Écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. C'est la thématique de ce deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation tenu ce samedi 30 août dans l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa. Ce deuxième congrès organisé après 3 réunions successives présidées par le chef de l'État, autorité morale de cette plateforme, était une occasion pour les partis membres d'adopter à l'unanimité la nouvelle charte et le règlement intérieur qui vont dorénavant régir ces mouvements de la coalition majoritaire du pouvoir. Arrivé en lieu de manifestation pour présider ce deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation, le président de la République, chef de l'État, en sa qualité d'autorité morale de l'Union sacrée de la Nation, est entré dans la salle sous les délibérations de cadres, militants et partisans de l'Union sacrée. Après l'hymne national et celui de l'Union sacrée de la Nation, le professeur Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, ouvre le bal avec des mots si émouvants mettant en exergue le bien fondé de cette plateforme qui, selon lui, soutient toutes les initiatives du président de la République, Félix Tshisekedi, son fondateur. La victoire écrasante de l'Union sacrée de la Nation aux élections présidentielles et législatives, provinciales et communales de décembre 2023, tenant compte
du rôle catalyseur que l'Union sacrée de la nation est appelée à jouer en tant que lieu de rassemblement des Congolaises et des Congolais acquis au changement et majorité politique au pouvoir en charge du destin de la nation congolaise. Considérant la nécessité et l'urgence de redynamiser les activités de l'Union sacrée de la nation afin qu'elle continue à servir de cadre de réflexion, d'action et de mobilisation du peuple congolais pour bâtir une République démocratique du Congo forte, libre et prospère sous le leadership visionnaire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous sa présidence, la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée ont été adoptés par le membre de la plateforme présent au Congrès. Le chef de l'État a, dans son mot, exprimé la volonté de combattre jusqu'à la dernière énergie les Congolais inféodés des dictats étrangers. Notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Je suis un homme de dialogue. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés aux dictats des pays. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée a souligné 2 motions soutenues dans cette charte, à savoir la motion de soutien et loyauté de l'Union sacrée à l'autorité morale, ainsi que celle de renouvellement et réengagement total. Le chef de l'État a fait le serment de ne jamais trahir le Congo et s'est engagé pour le retour de la paix au pays. Sur place, nos équipes ont enregistré quelques réactions à l'issue de ces 2e congrès de l'Union sacrée de la nation. C'est un congrès à l'unisson de tous les efforts fournis par le chef de l'État, nous, comme ses artisans, qui doivent marcher avec lui, afin que le peuple congolais puisse trouver son compte. C'est-à-dire, de ces congrès, nous concentrons la résultante de tous les efforts qui seront déployés pour que le peuple congolais, qui a déjà renouveler la confiance auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que cette confiance reste permanente. Mais bien sûr, je suis une personnalité importante dans l'Union sacrée. Je suis un cadre de l'Union sacrée, derrière le président de la République, derrière sa vision, la vision salvatrice, la vision pour un grand Congo, la vision pour l'amélioration des conditions de notre population, puisque nous devons tous être ensemble pour bouter dehors les ennemis du changement, les ennemis de ce grand Congo. Et nous ne pouvons pas nous permettre n'importe quoi. C'est comme ça d'ailleurs le sens que je donne à ce congrès. Vous savez, il y a des figures emblématiques dans ce congrès, ce qui montre que son importance. Nous devons trouver des réponses aux problèmes clés de la population. Et c'est ça d'ailleurs, les bien fondés de ce congrès. Je crois que c'était une opportunité pour le chef de l'État et pour tous les cadres de l'Union sacrée de préciser l'idéologie phare de l'Union sacrée, à savoir le développement du Congo, la paix au Congo, la paix avec ses voisins, et le chef a même ajouté la paix à l'international.
Ce congrès, c'est pour un grand changement de ce pays. Je demande à toute la population du secteur de Balamba. Géostratégie, une souveraineté dissuasive pour nos banques. Le chef de l'État trace le chemin, il n'est pas seul dans ce bateau, nous sommes avec lui, nous devons fédérer les forces afin que cela soit réalisé. Une phase décisive qui certainement approuve tout ce que nous avons pris comme innovation, que ce soit dans la charte de l'Union sacrée ainsi que les règlements intérieurs de l'Union sacrée. C'est le moment que nous puissions tous parler le même langage, le chef de l'État, pour que nous puissions faire face en même temps aux enjeux de l'heure et au quotidien de la population congolaise. C'est cette opportunité seulement pour que nous puissions encore renouveler l'engagement des membres du gouvernement envers l'État, du chef de l'État envers la population congolaise. Nous sommes dans des moments difficiles et historiques de notre pays. Le Premier ministre Etienne Tshisekedi est le père de la démocratie et aujourd'hui son fils, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois que c'est lui qui vient nous libérer des fausses libérations. Ça, c'est le deuxième congrès. Nous espérons que ça va ouvrir encore de nouveaux horizons pour préparer les grands défis que la République attend, que le chef de l'État attend pour aider notre pays à aller de l'avant. On reste d'abord ensemble. Pour rester ensemble, on dit l'union fait la force. Président Nabiso, adakane mutu alokuta te pa ebi Yesu. Akumisaka Nzambe, aza mutu ya Nzambe, akotika kotela ye te. Biso pe bakadre ya UDPS, totika kotela ye te Union Sacrée. C'est vraiment un grand jour aujourd'hui où tous les membres de l'Union Sacrée viennent à nouveau mettre les énergies ensemble de manière à accompagner vivement le président de la République, chef de l'État, dans sa vision de donner la paix à la RDC et de développer ce beau pays que Dieu nous a donné. Le congrès de l'Union sacrée, parce que c'est ici que nous allons consolider le pouvoir du chef de l'État, consolider nos liens de tous les partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée, afin que nous puissions donner au chef de l'État cette force d'avancer, de toujours faire mieux pour le peuple, pour l'avancement, pour le développement de la République démocratique du Congo. Il est donc de bon escient que nous puissions nous retrouver comme ça dans des forums pareils, dans ce congrès, pour que nous puissions mettre sur pied et faire avancer ce qui nous unit davantage. Ensemble, faire booster le développement de notre pays. C'est l'important, ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. C'est le deuxième congrès où nous devons évaluer notre parcours depuis ce second mandat et éventuellement projeter les perspectives d'avenir, parce que nous ne voulons pas que cette force s'arrête en si bon chemin. Nous devons nous organiser pour qu'en 2028 nous soyons vainqueurs, que nous puissions gagner haut les mains. C'est normal que nous soyons là. Toute organisation, tout parti politique doit avoir un congrès où tout le monde doit se retrouver, toutes les forces vivent pour décider de l'avenir de notre plateforme. Voilà, pour ces propos recueillis, dans le reste de l'actualité, la lutte contre la corruption dans notre pays, les sujets, il en a été question lors des échanges que le ministre d'État, ministre en charge de la Justice, a eu avec une délégation congolaise vivant ensuite et par la suite avec le corps diplomatique de Belgique et également des Pays-Bas. Explication, Anim Balaka. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Nkifa a enchaîné ces derniers jours une série d'activités diplomatiques et institutionnelles visant à consolider sa vision d'une justice équitable, accessible à tous et fermement engagée dans la lutte contre la corruption. Le garde des Sceaux a échangé avec une délégation de la communauté congolaise issue des Suisses, conduite par l'honorable Léonard Ché Okitundu, député national et vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, aux côtés du professeur Richard Mukunji. Fait marquant, cette rencontre a réuni non seulement la diaspora, mais également les anciens résidents des Suisses établis à Kinshasa, venus apporter leurs propositions et réaffirmer leur soutien aux réformes engagées par le ministre.
Tous ont insisté sur leur volonté d'accompagner ces efforts pour bâtir une justice plus proche du citoyen congolais. Dans la continuité, le ministre d'État a réussi en audience Roxane de Bilderling, ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC. Cette première séance de travail a permis de passer en revue les axes prioritaires des coopérations bilatérales dans les domaines judiciaires. Guillaume Ngefa y a exposé sa vision d'un secteur assaini et débarrassé des pratiques de corruption, insistant sur l'importance de renforcer les mécanismes conjoints entre Kinshasa et Bruxelles. Toujours dans la même dynamique, une audience a été accordée à Angèle Mariam van der Eijden, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas. Les discussions empreintes de cordialité ont porté sur des projets concrets visant à améliorer la gouvernance judiciaire et à intensifier les actions communes dans la lutte contre la corruption. À travers cette série de rencontres, Guillaume Ngefa confirme sa détermination à faire de la justice congolaise un véritable pilier de la diplomatie et du développement de la République démocratique du Congo. Son ouverture à la diaspora et au partenariat européen témoigne d'une volonté de bâtir une justice crédible, moderne et réellement au service de tous. Et le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, s'est entretenu avec une délégation du bureau des conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Leurs échanges ont tourné entre autres autour de la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On en parle dans ce reportage. Le département de droits humains de l'université de Kinshasa a organisé ce samedi 30 août une conférence consacrée à la commémoration des conventions de Genève sous le thème « La protection des victimes de conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo ». L'activité s'est tenue en présence de Maître Samuel Mbemba Kabouya. Dans son intervention, l'orateur a salué les efforts déployés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'accompagnement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka en vue du rétablissement de la paix et de la fin de crimes dans l'est du pays. Il a également rappelé la pertinence des conventions de Genève dont l'objectif est de garantir la protection de populations civiles en période de conflit. Toute la population soit sensibilisée sur l'importance des règles de droit humanitaire et sensibilisée sur ce qui se passe à l'est de la RDC. C'est pour cela que nous soutenons l'action du gouvernement. Le ministre Samuel Mbemba a en outre exprimé sa gratitude aux autorités académiques de l'UNIKIN pour l'organisation de cette rencontre, tout en dénonçant l'exaction commise contre les populations congolaises. Selon lui, les crimes attribués au Rwanda ne saura trouver de justification. Cette commémoration a constitué un moment d'éveil pour les étudiants, futurs cadres de la nation, sur la nécessité d'une responsabilité collective dans la défense des droits humains et la construction d'une paix durable en RDC. Vous l'aurez corrigé avec moi, il s'agit plutôt des échanges que le ministre des Droits humains a eu avec les étudiants de l'université de Kinshasa. Reportage signé Chimène Dondo. Dans le reste de l'actualité, les ministres des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies d'Information, la communication, José Panda a échangé avec une délégation d'opérateurs de téléphonie mobile en République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont passé en revue un certain nombre des problèmes du secteur des télécommunications de notre pays. Reportage. Le ministre de Postes et Télécommunications, Maître José Panda Kabangu, a échangé avec les opérateurs de télécommunications, parmi lesquels Orange, Vodacom, Airtel, Africell, GVA, Liquid, Microcom et d'autres. La rencontre a permis aux responsables du secteur d'exposer les principaux défis qui freinent leurs activités. Au nom de ses pairs, Laurent Toumba, directeur général de Microcom et porte-parole de la délégation, a sollicité du ministre un accompagnement accru. Il a notamment évoqué le retard dans la mise en conformité de licences d'exploitation, l'ambiguïté entre la loi sur les télécoms et le code numérique, ainsi que la persistance d'activités clandestines affectant la rentabilité des entreprises. Les opérateurs économiques ont également insisté sur la question du climat des affaires marqué par la multiplicité et la superposition de taxes.
Ils ont par ailleurs relevé l'impact de la situation sécuritaire à l'est de la RDC où les conflits armés compliquent leur opération et entraînent parfois une double taxation. Et puis, la consommation locale des produits made in Congo a été préconisée lors de la journée d'exposition des entrepreneurs dénommée ONZ au pluriel. Question de stimuler l'économie locale et également soutenir les petites et moyennes entreprises congolaises. D'autres détails dans ce reportage. Placé sous les signes de la promotion et de la valorisation de la production locale pour la relance de l'économie nationale. Cette activité s'est déroulée dans l'enceinte de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, organisé par Kissu International avec l'appui de ses différents partenaires. Ces rendez-vous d'entrepreneuriat baptisé Wenzo Pluriel a offert aux jeunes entrepreneurs congolais un espace aménagé pour exposer leurs articles, services et créations. Wenzo Pluriel n'est pas seulement une activité, mais c'est un symbole pour nous. Le symbole d'une jeunesse congolaise qui ose, qui innove et qui crée, qui incite. Le symbole d'un Congo qui choisit d'avancer. Il s'agit également de leur mise en évidence, de leur talent, peu après avoir été formés et outillés par des professionnels sur la création et l'organisation d'une micro-entreprise. Et c'est là, dans le cadre du programme ambitieux dénommé Talent Pluriel. C'est un événement qui s'inscrit dans la droite ligne de la mission de la MADEC, à savoir la promotion de l'entrepreneuriat par le moyen de l'information et la formation. Lors de ces 10 jours d'exposition baptisée Wenzo Pluriel, les jeunes Congolais ont été encouragés à l'entrepreneuriat. Nous, peuple congolais, nous voulons à ce que ces genres d'occasions viennent de temps en temps. L'exposition des produits Made in Congo a pour objectif de susciter la consommation des produits congolais et de leur promotion à travers le monde. La Direction générale des impôts a procédé au lancement de la session de formation des formateurs en matière d'impôts axée autour des sociétés de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Explication Jean-Pierre de Dimazou. Pendant 15 jours, 90 formateurs internes de la Direction générale des impôts ont eu droit à cette formation. Des formateurs issus des services de l'administration centrale et des directions urbaines et provinciales. L'objectif visé par cette formation des formateurs consiste à doter l'administration fiscale d'une équipe des formateurs qualifiés appelés à l'accompagner dans la mise en œuvre de l'importante réforme de la fiscalité directe. Le directeur général adjoint de la DGI chargé des questions fiscales et des réformes, Henri Maurice Kabouakaloumé, qui a représenté le directeur général des impôts, a saisi l'opportunité pour annoncer des changements majeurs qu'amène cette réforme. À dater du 1er janvier 2026, le système fiscal congolais connaîtra des changements majeurs avec le basculement des impôts cédulaires vers ces deux impôts, à savoir l'IS et l'IRPP. Il en résulte que la maîtrise parfaite des règles de fonds ainsi que des procédures y afférentes par le personnel de la Direction générale des impôts permettra à notre administration non seulement de poursuivre ses efforts d'élargissement de l'assiette fiscale, mais aussi d'atteindre son objectif primordial d'optimisation des recettes. L'un des participants a remercié les responsables de la direction des impôts pour cette formation. C'est donc ici le lieu de vous féliciter, la haute direction, pour l'organisation et la réussite de cette session de formation des formateurs IS-IRPP. La formation a été sanctionnée par la remise des brevets de participation par le directeur général adjoint. Accompagné de ses collaborateurs, la Direction générale des impôts a donc rempli sa mission. Les formateurs formés vont mettre tout en œuvre pour répondre aux objectifs qui leur sont désormais assignés. Les fonds forestiers nationaux a procédé au lancement officiel. La campagne de financement de projets de reboisement en République démocratique du Congo, exercice 2025-2026, annonce faite par son directeur général intérimaire lors d'un échange qu'il a eu avec la presse locale. On en parle dans ce reportage signé Yvette Makuntima. La République démocratique du Congo, qui abrite près de 60% du massif forestier du bassin du Congo, deuxième à l'échelle mondiale après l'Amazonie, met en œuvre
de projets de reboisement majeurs, notamment les projets 1 milliard d'arbres. Projet lancé en 2019 pour lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Ces efforts incluent des programmes gouvernementaux, des initiatives locales d'ONG et des partenariats internationaux. C'est dans ces contextes que le Fonds forestier national vient de lancer officiellement la campagne de financement des différents projets de reboisement pour la période allant de 2025 à 2026. C'est face à son importance, un rôle combien important joue la forêt congolaise, que la RDC a présenté au monde sa vision de la tenace à sa forêt, faisant ainsi de la RDC un pays solution. Cependant, il importe de noter que la forêt critique de la RDC est aujourd'hui plus que menacée. Face à cette menace, il ne suffit pas de constater. Sinon, on risque d'être surpris un jour que la forêt de la RDC a disparu. C'est dans cet esprit que le gouvernement de la RDC, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a décidé de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle élan à notre institution de Fonds forestier national. La République démocratique du Congo est en première ligne dans les efforts communs en ce qui concerne la conservation de forêts, traduisant en actes la décennie des Nations Unies pour le boisement et reboisement 2027-2036. Né le 25 août 1925, le professeur émérite de l'Université de Kinshasa, Émile Louaï, a fêté son 100e anniversaire d'existence sur cette terre des hommes. C'était lors d'un culte d'action de grâce organisé à la cathédrale des centenaires protestants de Kinshasa. Lingwala, on en parle dans ce reportage. C'est un événement rarissime, voir un professeur d'université atteindre 100 ans d'âge. Le cas du professeur émérite Émile Louaï ne sort pas d'un film fiction, mais c'est une réalité. Ce psychopédagogue de renommée a été honoré par ses pairs au cours d'une cérémonie scientifique au chapiteau de l'Université de Kinshasa au regard de son parcours. C'est la arrivé à cette étape de la 100 ans. En 1956, il était de la première promotion de l'université officielle du Congo à Elisabethville, au Lubumbashi. Et il a vraiment gravi les échelons. C'est quelqu'un qui a été béni par Dieu et il était normal que la cérémonie d'aujourd'hui puisse avoir lieu et qu'elle puisse se dérouler comme elle s'est déroulée. C'est une grâce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît. Il fait grâce à qui il veut, donc c'est une grâce. Un culte d'action de grâce a été dit à la cathédrale du centenaire protestant, suivi d'une réception à la résidence familiale pour ce jubilé de 100 ans en compagnie de ses enfants et petits-enfants. C'est la grâce de Dieu. Nous allons nous attarder cette fois-ci à cette session de formation des syndicalistes des forces syndicales financiers axées autour de leur rôle et également les moyens de défendre les membres de cette organisation syndicale. Explication signée Béatrice Chakou. Plusieurs experts ont mis à la disposition des apprenants les délégués syndicaux des matières basées sur les techniques de communication syndicale, la déontologie et l'éthique professionnelle, la rémunération, litiges et les conflits collectifs. L'inspecteur général du travail, Jean-Paul Mboma, a clôturé cette série d'enseignements avec le droit international du travail suivi du droit congolais du travail. Après échange entre formateurs et apprenants avec la méthode interactive, ces derniers ont été visiblement édifiés de nouvelles connaissances dans la défense des droits des travailleurs et l'employeur. La remise des brevets aux participants a sanctionné la fin de cette formation, précision du secrétaire général Njawololo Loleke. Nous avons organisé 3 jours de formation de base module A pour permettre à nos membres de connaître qu'est-ce que c'est le mouvement syndical, quels sont leurs droits
et leurs devoirs, et aussi la sécurité au travail, les droits au travail, autant de matières, comment négocier, envie de leur permettre de bien évoluer dans leur carrière syndicale et administrative. Et chacun d'entre eux, il va continuer aussi à transmettre la matière qu'il a pris auprès de sa base et au niveau des provinces. Nous allons continuer à aller au niveau aussi des provinces pour former aussi la masse de nos membres. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et c'est la fin de cette dernière édition du journal de la soirée sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi, où que vous soyez dans les bonnes. Merci également à nos équipes à la rédaction et à la régie, notamment André Ndjeka, Yannick Yangumba ainsi qu'Alain Ngalia, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Prenez rendez-vous demain à 7h avec Eric Kabamba pour la suite de l'actualité. Moi, je vous dis merci. À la prochaine.